Les politiques et les médias font comme si nous étions encore un grand acteur en Afrique. Et la réalité me semble complètement différente. Moi, je considère que la France, en réalité, ou alors il faudra qu'on m'explique, n'a pas de politique africaine. En tout cas, n'a pas de politique lisible sur l'Afrique. Moi, j'ai beau chercher, j'ai beau... un coup, on parle de rupture, le lendemain, les actes prouvent le contraire, et on fait le discours de Dakar, et puis après, on essaie de montrer totalement l'inverse. Donc, pour quelqu'un qui est tranquillement dans son bureau et qui essaie de lire, il n'y arrive pas. Hein. Donc, autrement dit, on peut trouver des exemples pointus, on peut parler de, si on prend Areva, si on prend Total, si on prend Bolloré, si on prend Bouygues, on va trouver des exemples d'intérêt. Mais j'entends en tant qu'intérêt global, comme c'était le cas encore dans les années 60 et 70, dans les premières décennies d'après-indépendance, les Français n'ont pas encore trouvé un équilibre dans ces rapports avec l'Afrique, les Africains, les peuples africains. On voit bien que il y a tout le passé qui ressurgit. On voit bien que personne ne sait comment manier tout ça. Je pense moi au discours de Dakar. Je pense après aux opposants, à Ségolène Royal qui fait le contre-discours de Dakar. On voit bien qu'il n'y a plus aucune vision, au contraire, de la France, même si il y a des dérives anciennes. Hein, il y a des rapports incestueux qui datent d'après les indépendances, qui continuent encore, ça c'est une évidence, mais globalement, je pense qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, il n'y a plus de vision, hein, ce que je trouve un peu dramatique, et donc les mots ne suffisent pas, il y a eu le mot rupture, mais en fait, c'est pas une rupture, c'est une absence de vision. Les États-Unis misent sur la sécurisation militaire avec Africom, nouveau commandement américain pour l'Afrique, comme cheval de Troie. La Chine troque les infrastructures contre une priorité à l'exportation. L'Europe et la France comptent sur des liens traditionnels qui semblent progressivement mais sûrement lui échapper, avec en tête la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, qui inlassablement montre de l'intransigeance quant à son refus de s'inscrire sans discernement dans la dynamique de la France-Afrique. La lutte pour le pouvoir en cours en Côte d'Ivoire a des répercussions au Congo, où des élections présidentielles sont prévues pour novembre prochain. Le ministère de l'Information et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, a déclaré qu'il était envisagé de proposer une modification de la Constitution afin de remplacer le scrutin présidentiel à 2 tours par une élection à 1 tour seulement. Cette réflexion était déjà en cours, pour des raisons budgétaires entre autres, mais les événements de Côte d'Ivoire pourraient précipiter la décision. Nous avons frôlé le pire en 2006, assure le ministre. Et nous voulons aujourd'hui, à tout prix, éviter tout risque de dérive identitaire, comme en Côte d'Ivoire, en Guinée ou au Kenya. Cette décision confirme que la situation à Abidjan passionne les pays du Golfe de Guinée, mais aussi l'opinion au Congo, qui présente quelquefois des parallèles entre l'histoire des 2 pays. Au départ, dans les 2 pays, au début des années 90, il y avait un dictateur vieillissant, ami de l'Occident, et en particulier des anciennes puissances coloniales, la Belgique et la France. Mobutu, comme Houphouët-Boigny, apparaissaient également comme des relais régionaux, intervenant ici comme des sages, des médiateurs, ou là comme des bouts de feu. L'Angola, qui est en passe de jouer un rôle de leader en Afrique, ne soutient pas l'idée d'une intervention militaire contre Laurent Gbagbo, et n'a pas oublié comment les armes destinées à Savimbi transitaient par le Zaïre de l'époque, tandis que le leader de l'UNITA était le bienvenu à Abidjan. Il faut regarder de très près l'Angola, parce que c'est un pays qui devient incontournable sur une bonne partie de l'Afrique. C'est un acteur qui est essentiel. Et je me risque un petit peu à un pronostic. Tout ce qui s'est passé depuis 90 sur l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, le Zaïre, une partie de ce qui s'est passé
c'est la redéfinition des influences, le changement. Il y avait un grand gendarme pour le compte de l'Occident et surtout des Américains qui était Mobutu. Les Américains ont lâché Mobutu et ils ont essayé de lui substituer d'abord deux personnages qui étaient donc Museveni, Yoweri Museveni, patron de l'Ouganda, et Paul Kagame, patron du Rwanda. Au fil du temps, Paul Kagame s'est imposé comme le principal personnage. C'est tellement vrai que c'est avec des soldats rwandais que l'ONU a estimé qu'elle pouvait, enfin que c'était ces seuls soldats-là qui pouvaient intervenir dans l'est du Soudan, au Darfour. Donc il était devenu le personnage incontournable, avec une fonction évidente, c'est ramener la paix dans la région, hein, ramener la paix, ramener. Bon, on s'aperçoit après 16 ans que la paix n'est pas revenue, surtout dans le Grand Congo, parce que ce qui préoccupe évidemment énormément, c'est ce qui va se passer, parce que selon que la RDC est calme ou pas calme, ça a quand même beaucoup d'influence sur toute la région. Et donc, on voit bien que Kagame n'est plus le personnage si merveilleux, si chevalier blanc, etc., qu'il a été longtemps. Surtout, on a vu ce qui s'était passé lors des élections. Donc lui qui était le monsieur idéal pose quand même maintenant des problèmes aux Américains. Et j'ai le sentiment qu'il y a eu un déplacement, parce qu'il y a quand même des élections prochaines au Congo, et donc ce qui va se passer est quand même très important, et donc la stabilité du Congo est essentielle, et donc on voit bien que plus on va et plus le rôle de Luanda est essentiel. Et donc je pense que l'Angola a un rôle déjà important, mais ce rôle va sans doute devenir de plus en plus important, à la fois pour la stabilité du centre, de l'Afrique des Grands Lacs, mais aussi plus remontant jusqu'à une partie, enfin au moins le golfe de Guinée. Et donc je pense qu'il devient de plus en plus le personnage clé, enfin le Dos Santos le personnage clé, et l'Angola le pays clé de toute la région. Et donc c'est ce qui est intéressant, que Dos Santos soutienne Laurent Gbagbo, et me semble-t-il quelque chose de extraordinairement important pour la lecture de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochaines années. Tout bascula avec le jeu des intérêts des Occidentaux, combiné avec l'exigence de démocratisation qui toucha l'Afrique. Dès 1990, Mobutu fut lâché par les Belges, suivi par les Européens, et en 1993, les funérailles d'Houphouët furent aussi celles d'une certaine France-Afrique. Les modalités de la succession furent différentes. En Côte d'Ivoire, le dauphin constitutionnel Henri Konan Bédié, finalement élu en 1995, fit face au premier ministre du vieux Alassane Ouattara, qui dès le décès du patriarche avait montré son intention de lui succéder. Si Ouattara, venu des milieux financiers internationaux et formé aux États-Unis, avait été chargé de mettre en œuvre des politiques d'austérité impopulaires, c'est aussi parce que beaucoup ne le considéraient pas comme un Ivoirien de souche. De la même manière que quelques années plus tôt, Léon Kengo Ouaddondo, Tutsi d'origine, avait été chargé de remettre de l'ordre dans les finances de Kinshasa. En Côte d'Ivoire, Konan Bédié mena campagne contre son rival Ouattara, en inventant le concept d'ivoirité. Cette exclusive, au Congo, allait se traduire par celui de nationalité douteuse, puis, lors des élections de 2006, par la congolité. Même si les modalités de la succession furent différentes dans les deux pays, la guerre, elle, allait être au rendez-vous. À Kinshasa, alors que la France aurait souhaité associer Kengo Ouaddondo à la succession d'un Mobutu déclinant, les Américains s'étaient choisi un autre homme fort dans la région, sinon deux, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Ces deux nouveaux leaders entendaient diriger à distance l'immense Congo, sinon le morceler, avec l'assentiment de certains milieux américains.
Dès que fut dissipée l'euphorie suscitée par la chute de Mobutu, tous les Occidentaux, Belges compris, s'entendirent sur un point commun qui ressemble étrangement au sentiment qu'inspire aujourd'hui Gbagbo, la détestation de la communauté internationale. Laurent Désiré Kabila, initialement choisi comme simple porte-parole des rebelles, s'était autoproclamé chef de l'État, entendait exercer ses prérogatives et encourager un développement auto-centré. La conclusion ne tarda pas, il n'était pas l'homme qu'il fallait. Le scénario de la Deuxième Guerre du Congo, lancé en août 1998 au départ du Rwanda, inspirera plus tard celui de la Côte d'Ivoire. Des rebelles, entraînés dans les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda comme plus tard le Burkina Faso, dénoncent les discriminations exagérées dont leur groupe ethnique est victime. Ils s'emparent d'une partie du territoire, l'occupent et envoient ses ressources vers les pays frontaliers, le Rwanda et l'Ouganda en l'occurrence. Les voisins de la Côte d'Ivoire feront de même. Le Ghana, le Burkina Faso bénéficient de l'exportation de matières premières venues de Côte d'Ivoire, le diamant, le cacao.